Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Sika TV pour ce journal de l'économie. Nous parlerons de café. Dans le top 10 mondial des fournisseurs de la matière, les producteurs ougandais sont les moins rémunérés selon une étude. La famille Dos Santos dans la ligne de mire des autorités judiciaires. La justice néerlandaise déclare que les parts de la fille de l'ex-président dans le producteur portugais des hydrocarbures doivent retourner à l'Angola. Il sera également question des monnaies numériques. Jack Dorsey veut intégrer le Bitcoin comme moyen de paiement sur Twitter. La Côte d'Ivoire fait désormais partie du cercle des notations de catégorie WB, des 3 plus grandes agences internationales de notation. Le pays a obtenu une note encourageante avec perspective stable chez S&P et chez Fitch, confirmant ses bonnes performances économiques. Reportage. Malgré la morosité de l'environnement socio-économique mondial, la Côte d'Ivoire continue de bénéficier d'une bonne réputation auprès des agences internationales de notation souveraine. Dans son dernier rapport sur le pays, l'agence de notation américaine Fitch Ratings a relevé la notation financière du pays en lui attribuant le 16 juillet dernier la note BB- avec perspective stable contre B+ avec perspective positive. Cette amélioration de la note fait de la Côte d'Ivoire le 3e pays africain le mieux noté par l'institution et le 2e d'Afrique subsaharienne, derrière respectivement le Maroc et le Botswana. Cette notation intervient peu après celle de l'agence Standard & Poor's qui avait elle aussi décidé de rehausser la note souveraine du pays à BB- avec perspective stable, le classant ainsi à la 2e place parmi les pays d'Afrique subsaharienne les mieux notés, juste derrière le Botswana BB+, et au même niveau que l'Afrique du Sud. Dans chacun des cas, les raisons ayant motivé les améliorations de la note souveraine du pays dirigé par Alassane Ouattara sont la résilience de l'économie malgré les différentes crises sociales, économiques ou sanitaires qui l'ont touchée. Grâce à certaines politiques publiques et à des efforts accrus de consolidation budgétaire à moyen terme, couplés à des investissements ambitieux, la Côte d'Ivoire aurait ainsi réussi à obtenir de bonnes performances économiques ces dernières années. Les pays d'Afrique centrale finiront-ils par régler leur colossale dette vis-à-vis de la Chine ? Répondre à cette interrogation par l'affirmative présage l'émergence de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, estiment certains analystes. Ces pays doivent 18 milliards de dollars à la Chine. Dans un document officiel du gouvernement chinois intitulé « Prêts chinois aux gouvernements africains » que Financial Africa a pu consulter, il ressort que les créances de la Chine envers l'espace CEMAC s'élèvent à plus de 17 milliards de dollars. Au peloton de tête des créances se trouve le Cameroun avec une dette estimée à 6,202 milliards de dollars, suivi respectivement du Congo 5,390 milliards de dollars et de la Guinée équatoriale 3,020 milliards de dollars qui forment un trio de tête. Le Gabon enregistre 1,681 milliards de dollars, tandis que le Tchad et la Centrafrique totalisent près de 2 milliards de dollars cumulés. Ces chiffres confirment une tendance observée depuis les années 2000 qui fait de l'Empire du Milieu le principal bailleur de fonds bilatéral de l'Afrique centrale, bien loin de l'Union européenne qui fut pendant longtemps le partenaire stratégique. Les autres pays, entre autres les États-Unis, la Russie, l'Inde ou le Brésil, se contentant du menu fretin. Les financements chinois étant prioritairement destinés à la construction des infrastructures routières, ferroviaires, hydroélectriques ou de télécommunications, l'Afrique centrale étant l'une des régions les moins développées du continent. Selon le ministère chinois du Commerce, en 2018, les flux d'investissements directs étrangers chinois à destination de la CEMAC ont chuté de 103 millions de dollars par rapport à l'année 2017, où ils se sont élevés à 193 millions de dollars. Malgré cette baisse, la Chine reste un partenaire stratégique pour l'Afrique centrale.
Depuis quelques années, la production sud-africaine de maïs est en pleine expansion. Si déjà en 2019-2020, la récolte de la céréale était en hausse, elle vient d'atteindre en 2020-2021 son second meilleur niveau de l'histoire. En Afrique du Sud, la récolte de maïs a atteint 16,8 millions de tonnes en 2020-2021. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur la situation céréalière du pays. Ce stock marque une hausse de 6% comparativement au volume précédent et représente le second plus haut niveau de l'histoire du pays après le record de 17,8 millions de tonnes réalisé en 2016-2017. Cette production a été enregistrée sur une superficie de 3,1 millions d'hectares, soit un niveau quasi stable par rapport à la saison précédente. Avec cette récolte exceptionnelle, l'Afrique du Sud pourrait exporter selon l'USDA jusqu'à 3,5 millions de tonnes de la céréale d'ici la fin de la campagne commerciale 2020-2021, ce qui constituerait un nouveau record. Si durant les 2 dernières campagnes, le Zimbabwe a été le principal débouché pour la nation arc-en-ciel, les bonnes perspectives de production dans le pays conduiront l'industrie sud-africaine à regarder au-delà du marché sous-régional. Pour rappel, l'Afrique du Sud a réalisé les 3 plus grosses récoltes de maïs de son histoire ces 5 dernières années. Dans le pays, les rendements de la céréale ont plus que doublé en 20 ans, passant de 2,5 tonnes par hectare en 2000-2001 à 5,9 tonnes par hectare en 2020-2021. L'information n'est pas à négliger, tant on connaît les liens étroits qui existent entre le Maroc et ses voisins de l'Afrique de l'Ouest. La production céréalière au Maroc sur la campagne 2020-2021 qui est achevée a bondi de 221% en un an. Il s'agit de la 2e meilleure campagne que le Royaume ait jamais enregistrée après celle de 2014-2015. La récolte des 3 céréales principales est estimée à près de 103,2 millions de quintaux contre 32,1 millions de quintaux en 2019-2020. Cette envolée n'est pas due à une hausse des superficies, mais à une envolée de pas moins de 320% des rendements. Ceci serait dû notamment à une bonne pluviométrie, mais aussi à la mécanisation, au recours à de nouvelles technologies et de meilleures semences. Le café fait encore l'actualité. C'est la seconde matière première la plus échangée dans le monde après le pétrole. Sur ces dernières décennies, la croissance du marché a été robuste, tirant vers le haut les revenus des industriels, mais les producteurs restent toujours les grands oubliés du développement du marché. Les détails. Sur le marché mondial du café, tous les fournisseurs ne sont pas logés à la même enseigne. Dans un récent rapport intitulé « Sur la matière » rédigé par le Centre Columbia sur l'investissement durable, les experts indiquent que l'Ouganda est le pays du top 10 mondial dont les exploitants profitent le moins de la manne financière générée par l'industrie. Selon l'organisation, un caféculteur ougandais dégage en moyenne un revenu annuel de $88 par an grâce à son activité. Ce montant est en deçà du salaire minimum annuel du pays qui est de $431 et reste dérisoire lorsqu'on le compare à celui perçu dans les autres nations comme l'Éthiopie, $269, le Brésil, $6 128. Cette faiblesse des revenus s'inscrit dans un contexte où le pays affiche l'un des coûts de production par kilogramme de café vert les plus faibles de la planète avec $0,62 contre $1,43 par exemple pour le Brésil. À ce facteur s'ajoute la faiblesse des rendements et la crise de la baisse des cours mondiaux qui ont fragilisé les moyens de subsistance des acteurs en amont de la chaîne de valeur de la fève. Pour rappel, l'Ouganda est le premier exportateur africain de café et le 5e à l'échelle mondiale. Dans le pays qui écoule 95% de sa récolte sur le marché international, la fève fournit 25% des devises d'exportation de marchandises. Nous prenons la direction de l'Angola. L'Angola cherche à augmenter ses revenus alors que la pandémie pèse sur ses finances et contrecarre ses tentatives de modernisation des infrastructures pétrolières vieillissantes. La famille Dos Santos est dans la ligne de mire des tentatives de Luanda pour récupérer des ressources. Plus de précision à travers cet élément.
Le 27 juillet, un tribunal néerlandais a prononcé une décision selon laquelle les 6% de participation indirecte d'ESEM dans le producteur public portugais d'hydrocarbures devraient être retournés à l'État angolais. Le tribunal avait été saisi par l'État angolais en février dernier, car ESEM est une société de droit néerlandais. Son propriétaire était le feu syndicat d'Okolo, époux d'Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les juges néerlandais ont déclaré que cette acquisition a été entachée d'illégalité, permettant à Isabel dos Santos d'engranger un gain financier extraordinaire au détriment de Sonangol et par conséquent de l'État angolais. Si techniquement Isabel dos Santos est l'héritière directe des actifs d'ESEM, elle nie tout lien direct avec la holding et nie aussi avoir commis des actes répréhensibles, ajoutant qu'elle fait simplement l'objet d'une chasse aux sorcières politiques de la part des nouveaux dirigeants angolais. De son côté, ESEM a affirmé qu'elle fera appel de cette décision. Selon les Luanda Leaks, les 6% ont été acquis en 2006 pour 99 millions de dollars avec l'argent de Sonangol. Aujourd'hui, ils valent plus de 500 millions de dollars. Une dernière information avant de boucler cette édition. Selon le PDG de Twitter, Jack Dorsey, le Bitcoin fera partie de l'avenir du réseau social. Intervenant cette semaine auprès des investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'entreprise, il a indiqué que la reine des crypto-monnaies pourrait être intégrée aux différentes méthodes de monétisation actuellement mises en place sur Twitter. L'utilisation du Bitcoin comme monnaie commune à tous les utilisateurs de la plateforme briserait en effet beaucoup de barrières, notamment sur les créateurs de contenu peu intégrés au système bancaire international. En Afrique, par exemple, il est encore difficile pour les entrepreneurs de profiter des méthodes de monétisation offertes par les réseaux sociaux, car plusieurs plateformes de paiement comme PayPal ne couvrent pas tout le continent. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV.